Le régime soviétique ne s'imposa pas en Russie en un jour après la révolution de 1900. Véritable guerre civile qui ravagea le vaste empire, une guerre longue et particulièrement sanglante de 1917 à 1922. L'histoire de la guerre civile russe, c'est le livre de l'historien Jean-Jacques Jean-Jacques Marie qui publie ce livre aux éditions Talendier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ. Vous retracez donc dans cette histoire de la guerre civile russe 4 ans et demi de conflits, qui ont ruiné et affamé la Russie, mais qui a également fait énormément de victimes. On estime leur nombre à combien ? C'est très difficile de le dire très précisément parce que faut-il compter dans les victimes de la guerre civile les victimes des épidémies de typhus, ainsi que celles d'ailleurs de la grippe dite espagnole. Alors en général, un certain nombre d'historiens, dont je ne donnerai pas le nom, mettent tout ça sur le compte de la guerre civile. Alors c'est vrai que le typhus est entre autres le produit de l'effondrement de ce pays, aussi d'ailleurs du blocus décidé par la France et l'Angleterre à partir de 19, qui fait que, par exemple, les bolcheviks ne peuvent pas acheter le moindre médicament. Tout ça se monte si j'ose dire, le nombre de victimes ainsi cumulées doit se livrer à peu près à 13 millions d'individus. Donc il est assez difficile de définir quelle est la cause première ou seconde de leur disparition. Votre ouvrage, Jean-Jacques Marie, est très très bien documenté. On apprend des choses assez étonnantes, et notamment pour ceux qui l'ignoraient, on a tendance à croire que la révolution et la guerre civile qui en a découlé opposaient les Russes blancs d'un côté aux Russes rouges. Vous expliquez qu'il y avait les Russes verts également. Qui sont-ils ? Oui, alors les Russes verts, ça n'a pas grand rapport avec les Verts actuels. L'écologie. Non, absolument rien. Ceux qu'on appelle les Verts, ce sont des bandes de paysans qui se constituent, en général, sur la base d'un canton ou plus largement d'un morceau de province, parce qu'ils sont hostiles aux bolcheviks qui organisent des réquisitions alimentaires pour pouvoir nourrir les villes et puis l'énorme armée rouge. Alors que ces paysans, souvent, ne veulent pas vendre le blé qu'ils ont parce qu'ils espèrent que demain, le prix augmentera. Donc, ils sont hostiles à ces réquisitions. Mais ils sont encore beaucoup plus hostiles aux Blancs parce que lorsque les Blancs reprennent un territoire, ils reprennent les terres aux paysans. Et le paysan se dit, si je garde la terre, au moins, je pourrai récupérer ma récolte demain. Donc, ils constituent des bandes autonomes qui parfois vont jusqu'à 10, 15 même, et à certains cas, jusqu'à 50 000 hommes armés, comme à Tambov avec Antonov, et puis les fameuses bandes de l'anarchiste ukrainien Makhno, qui rassemblent parfois jusqu'à 50 000 soldats armés. Et alors ces Verts peuvent passer d'ailleurs, soit être autonomes, soit passer d'un camp à l'autre, par exemple en Ukraine. Le commandant de l'armée rouge passe brusquement aux Verts parce qu'il proteste contre deux choses, la collectivisation de certaines terres agricoles, et deuxièmement, la présence qui leur paraît insupportable de juifs à des postes de responsabilité en Ukraine. On va en dire un mot, évidemment, mais tout ce que vous nous dites, Jean-Jacques Marie, prouve évidemment une certaine confusion qui oppose tous ces groupes durant de nombreuses années. Confusion, ou en tout cas lutte aussi bien d'intérêt que d'idéologie. Il y a une chose qui est assez marquante, c'est qu'en vous lisant, c'est le nombre de gens qui participent le nombre de Russes qui participent à ces conflits. Vous dites qu'on ne peut pas être neutre. Toute forme, ce conflit, écrivez-vous, exclut de neutralité. Pour quelle raison ? Ça exclut toute forme de neutralité parce que ça finalement, globalement, deux forces sociales qui sont totalement antagoniques et opposées. Si vous prenez ce que font les bolcheviks entre octobre 17 et janvier 1918, ils nationalisent les banques, ils commencent à nationaliser les entreprises, ils décrètent la séparation de l'Église et de l'État, le droit au divorce, la séparation de l'Église et de l'école, adoptent un nouveau calendrier, enfin toute une série de mesures qui sont une incursion très profonde dans la propriété privée. Ils donnent la terre aux paysans, enfin ils confirment le fait que les paysans prennent la terre. De l'autre côté, vous avez, des groupes sociaux qui, fondamentalement, sont pour le maintien de cette propriété privée, pour le maintien des banques privées, pour le fait de restituer les terres aux grands propriétaires terriens. Et c'est un antagonisme qui est d'autant plus violent qu'il recouvre une très profonde rupture marquée par les effets de la guerre. Vous avez des millions de soldats paysans qui ont déserté d'abord, avant tout, oui. Et qui retournent chez eux avec la
la terre sera à nous, et qui ont une haine viscérale pour les propriétaires terriens et les officiers qui en sont souvent issus. Mais il n'empêche, et c'est là où il y a des contradictions, en tout cas pour le regard moderne qu'on peut porter sur ce conflit, il y a aussi des franges de la population dite populaire qui sont opposées aux bolcheviks et aux rouges, tout simplement. Oui, il y a des franges de la population. Disons, vous avez toute une petite classe, disons, commerçante, ce qu'on appellerait la classe moyenne aujourd'hui, qui se trouve, disons, expulsée de la vie économique à cause des mesures d'étatisation qui sont d'ailleurs beaucoup plus le produit de la guerre civile que d'une volonté d'étatiser tous les secteurs de la vie commerciale. Au point de départ, les bolcheviks ne pensaient pas du tout qu'il fallait nationaliser les savetiers, les épiciers, les petits commerçants, mais la nécessité de signifier toute la distribution d'aliments qui sont de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à obtenir, fait que toute forme de commerce est assimilée à la spéculation. Et évidemment, ça jette au pouvoir toute une partie de ceux qui appartenaient avant à cette couche et qui se sentent, disons, en dehors du coup. Enfin, et qui, effectivement, d'ailleurs, se lient forcément à la spéculation, puisque dès qu'il y a pénurie, il faut bien qu'il y ait des canaux pour trouver de quoi manger. Enfin, je ne dirais pas, rappelez-vous, sur l'occupation, mais moi je m'en souviens, le système D était, disons, dominant partout. Et ce qui dit système D dit gens qui trafiquent, qui spéculent, c'est obligé. Alors, on va dire un mot de la situation économique globale de la Russie qui s'enfonce dans le chaos absolu durant ces années, Jean-Jacques Marie. Sur le terrain, on se bat à différents degrés, je dirais. Il y a des petits groupes, des groupes armés, on pourrait peut-être appeler des milices, et ça va jusqu'à des troupes de soldats. Vous parlez de plusieurs milliers d'hommes, plusieurs dizaines de milliers d'hommes parfois. Et vous employez également le mot très fort de jacquerie. À quelle scène on assiste entre 1917 et 1922 dans cette Russie post-révolutionnaire? Les jacqueries paysannes, ça commence en fait en juillet 1917, et c'est déjà le symbole de la révolution qui vient. Et alors, les paysans décident de prendre les terres, et ils le font avec une très grande violence. C'est-à-dire qu'ils chassent, non seulement ils chassent les propriétaires qui ne se sont pas enfuis, mais enfin souvent ils les éventrent, ils les tuent. Ils détruisent en même temps parfois tout ce qui représente la vie de ces propriétaires. Ils veulent ainsi effacer toute possibilité, d'après eux, que ces propriétaires reviennent. Vous savez, le servage a été aboli en Russie en 1861 seulement, officiellement, réellement un petit peu plus tard. Et les paysans de 1917 sont ou encore des anciens serfs émancipés ou les enfants des serfs émancipés. Et ils ont cette haine violente pour tout ce qui a représenté le servage. Rappelez-vous qu'à l'époque du servage, dans la Russie tsariste, les serfs étaient des objets qu'on vendait comme ça sur le marché, petites annonces, tout ça, vous auriez pu le faire à la radio. Et donc c'est une violence déchaînée. Et il faut se rappeler aussi que... Vous dites d'ailleurs, Jean-Jacques Marie, je vous coupe oui. pour illustrer votre propos, Octobre 17 est le produit de ce mouvement irrésistible et incontrôlé qui monte des profondeurs des masses populaires, dites-vous en citant Volkov. Oui. C'est la conséquence donc logique, inévitable de ces millénaires, de ces deux millénaires de servage. En fait, c'est pas vraiment une conséquence idéologique, c'est disons une conséquence sociale. C'est la guerre ayant détruit cette société de haut en bas et l'ordre sur lequel elle reposait. D'ailleurs, ça avait commencé avant même qu'elle ne commence. Parce qu'il y a les premières émeutes de soldats invités à aller sous l'uniforme ont commencé en juillet 1914, quand ces soldats ne recevaient pas leur famille, qui n'avaient plus de laboureurs. Bon, ça a commencé déjà. Mais c'est une révolte, comment dire, instinctive, profonde, organique, si vous voulez. On peut la comprendre si on se rappelle par exemple la chanson Assaïra, la version française. C'est la même réaction, avec une violence extraordinaire, qui fait que finalement d'ailleurs, même si les Verts hésiteront entre les rouges et les blancs, on se rallie aux rouges parce que les blancs, c'est les propriétaires, je dirais pas les banquiers, parce que les banquiers, c'est beaucoup trop loin, mais c'est ceux-là, ceux qui avaient la terre et qui n'ont pas voulu la leur donner quand le servage a été aboli. Alors, la place des Juifs dans cette guerre, Jean-Jacques Marie, vous publiez cette histoire de la guerre civile russe 1917-1922. En 2009, vous aviez publié L'antisémitisme en Russie de Catherine II à Poutine. Dans cette guerre civile, on sait que les Juifs ont pris une part active dans la révolution de 17. Quelle est leur place entre 17 et 22 ? Alors, d'abord, en octobre 17, la grande majorité des organisations juives sont hostiles
à la révolution d'octobre 17. Alors, quant aux rabbins qui se réunissent à Kiev, ils dénoncent dans cette révolution un acte absolument inacceptable, intolérable. Le Boun, par exemple, étant très lié aux mencheviks qui appartenaient au gouvernement provisoire, manifeste son hostilité, mais ça durera, disons en gros, une année et demie, et ensuite la majorité d'ailleurs des cadres même du Boun, des d'autres organisations, disons socialistes juives, se rallient aux bolcheviks pour une raison de fond, c'est que dans la vague de pogrom, c'est un mot bien gentil encore, disons de violence antisémite qui accompagne la guerre civile, les bolcheviks sont les seuls qui se prononcent politiquement contre. Alors ils n'arrivent pas toujours à contrôler leurs soldats, entre autres la division de cavalerie de Boudioni, où Trotsky fera fuir responsable de violences antisémites. Enfin, la violence, c'est pas des coups de bâton, hein, c'est de véritables massacres. Massacres, viols, etc. Mais les fauteurs des violences antisémites sont les nationalistes ukrainiens de Petliura, celui que Charles Bard assassinera à Paris en 1926, qui se livrent à des massacres épouvantables, les Blancs, qui sur le même territoire aussi, les Polonais quand ils entrent en Biélorussie et quand ils entrent en Ukraine aussi, et parfois les bandes de Verts, surtout en Ukraine, parce que les chiffres sont très souvent exagérés. Par exemple, les anticommunistes disent ou les anti-bolcheviques de l'époque, les Russes blancs disent la Tchéka est une institution truffée de juifs. En réalité, elle a été surtout truffée de lettons, ce qui aujourd'hui est assez amusant. Et le nombre de juifs dans la Tchéka a été très limité, 3,5%. Mais petit à petit, comme ce sont les seuls qui politiquement les défendent, les organisations juives, sauf les groupes sionistes bien entendu, soutiennent de plus en plus les communistes et entrent dans l'appareil du parti et dans l'appareil d'État. Et vous avez un très grand nombre de juifs, vous savez, dans les soviets en Ukraine, en 1919-1920, ce que les bandes vertes ou les groupes, enfin l'armée blanche utilisent contre eux en disant c'est le judéo-bolchevisme, c'est-à-dire c'est eux qui inventeront le judéo-bolchevisme, c'est pas les nazis, hein. Ce sont les blancs, les idéologues blancs qui inventent ça. L'idée que communisme et juif, c'est la même chose, c'est identique. Et vous avez un tas de caricatures de l'armée blanche qui illustrent ça. Justement, on en vient, Jean-Jacques Marie, à la propagande. Vous citez Trotsky, la guerre est aussi inconcevable. La machine sans huile, sans graisse, dit-il. Ce qui est surprenant, vous citez un nombre assez étonnant de tracts publiés par tous les protagonistes, tous les belligérants. Ce qui est surprenant dans un pays où peu de nombre d'habitants sait lire. Oui, en 1913, 66% des appelés à l'armée ne savaient pas lire. Un chiffre qui n'a rien à voir avec ceux des pays européens. Mais premièrement, ces tracts sont toujours des tracts illustrés. Par exemple, pour montrer à quel point les bolcheviks, surtout les juifs, sont des monstres, vous avez Trotsky qui enjambe un mur du Kremlin avec un tas de cadavres, de têtes de mort en dessous de lui, qui sont d'ailleurs dans lequel ceux qui furent dans ces têtes de mort sont des Chinois, parce qu'il y avait effectivement 300 000 Chinois dans l'armée rouge, et d'autres encore de population turcophone, si vous voulez. Donc, ensuite, ces tracts comportent très peu de texte. Vous avez 2 ou 3 phrases, bolcheviques ou juifs buveurs de sang, hein. Et en même temps, par exemple, l'armée blanche, tant en Sibérie sous l'amiral Kolchak que en Ukraine sous Dénikine, republie par exemple les protocoles des sages de Sion. Alors ça, c'est pas destiné aux paysans qui sait à peine lire ou qui sait pas lire du tout. C'est destiné à former politiquement leur encadrement, leurs officiers, etc. Mais vous avez un développement de propagande dans lequel d'ailleurs les bolcheviks ont un temps d'avance sur les autres parce qu'ils organisent même des trains de propagande. Vous avez les trains blindés de façon pour mieux pas être dedans pour sauver sa vie, avec de grands panneaux, de grands placards qui sont accrochés au wagon et qui circulent dans les campagnes. Et si vous regardez ces placards, vous avez surtout un art de l'image qui sera d'ailleurs développé par Mayakovsky, qui travaillera pour l'agence Rosta, et qui dessinera toute une série de dessins en couleur avec des légendes très brèves, très courtes. C'est peut-être la propagande la plus efficace. Ah ben sans doute plus c'est long, moins c'est lu. Vous parlez de trains qui sillonnent la campagne russe, Jean-Jacques Marie. Il faut qu'on approche du terme de notre entretien, mais je voulais quand même qu'on sans entrer dans le détail, parce que vous entrez dans le détail dans votre ouvrage, Histoire de la guerre civile. On se bat à travers l'immense empire qu'est la Russie. Comment cette guerre, au bout de 4 ans et demi, trouve son terme ?
arrive à son terme. Oui, elle arrive à son terme parce que finalement, premièrement, les armées d'intervention étrangère n'apportent qu'un appui très limité parce que les soldats ne veulent plus se battre. Là, l'Europe sort d'une guerre. L'Europe sort d'une guerre effroyable. Si vous vous rappelez le film Capitaine Conan de Tavernier, il nous montre bien des gens, un petit détachement envoyé dans le sud de la Russie, mais ces ceux-là veulent pas se battre. Ils le montrent une réalité. Les Anglais envoyés dans le nord, près d'Arkhangels, quasiment marchent. Enfin, ils veulent pas se battre. Ils en ont assez. Deuxièmement, les Russes blancs qui se battent sous deux angles. Premièrement, restaurer l'ordre ancien, même sans le tsar, parce que Nicolas II était tellement discrédité, qui deuxièmement veulent reprendre la terre et qui reçoivent l'appui des étrangers, même si cet appui apparaît finalement peu efficace, mais enfin en argent et en armes, ils reçoivent des gros appuis. Krasnov reçoit l'appui des Allemands. Plus tard d'ailleurs, il fera une division SS dans la Deuxième Guerre mondiale et sera pendu en 1947. Ils apparaissent comme étant les gens de l'état. Et dans un pays où le nationalisme, même s'il est relativement nouveau, est quand même une réalité. Deuxièmement, l'armée rouge, si vous voulez, repose, même si c'est une armée souvent de paysans qui peuvent déserter au moment des semailles ou des moissons, est une armée beaucoup plus populaire. Les armées blanches sont des armées d'officiers. Alors l'armée polonaise, c'est autre chose, mais là, dès que l'armée polonaise entre en Ukraine, vous avez des dizaines de milliers de déserteurs de l'armée rouge ukrainiens qui rentrent de nouveau parce que la haine des Ukrainiens pour les Polonais est une haine historique. Et là, ça se manifeste. Une dernière question, Jean-Jacques Maril. Cette guerre a-t-elle marqué le pays, l'inconscient collectif, comme on dit, ou le rouleau compresseur communiste a fait tout oublier? Alors, ou est-ce qu'on voit des résurgences avec le conflit ukrainien aujourd'hui, la Crimée? C'est ce que certaines sensibilités ou susceptibilités russes peuvent trouver une origine dans cette guerre civile? Alors, je crois que d'un certain point de vue, oui, parce que le passé vit beaucoup plus dans la conscience des gens qu'on ne le croit, même s'il est effacé. D'ailleurs, c'est très frappant l'espèce de nostalgie qui existe dans toute une couche de la population, même en dehors de la Russie actuelle, de ceux qui ont... Je ne parle pas des Pays-Bas, ça c'est tout à fait autre chose, bien entendu, vis-à-vis de l'Union soviétique. Et la guerre civile, même si elle est déformée dans l'histoire actuelle, c'est quand même le souvenir d'une victoire de présenter le peuple dans sa masse, les ouvriers, les paysans, etc., vis-à-vis de ceux qui étaient soutenus par l'Occident. Et je pense que ça a des reflets aujourd'hui dans ce qui se passe, dans la mesure où, par exemple, quand vous avez un gouvernement ukrainien qui a comme ministre des Finances une citoyenne américaine nationalisée ukrainienne du jour au lendemain, ou bien comme je ne sais plus quel ministre, une ancienne ministre de l'Intérieur du gouvernement géorgien de Saakashvili, tout ça rappelle des souvenirs d'intervention étrangère de la guerre civile et ça ne va certainement pas dans le sens de rendre tous ces gens-là populaires en Russie. Merci Jean-Jacques Maril. J'invite nos auditeurs à suivre la découverte de cette riche histoire de la guerre civile russe. La histoire de la guerre civile russe, c'est exactement le titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions Talendier, 1917-19. Avec la chronique éco-entreprise de Keren Lanchner, juste après la pub, bien sûr. RCJ, un média du Fonds social juif unifié.